Bonjour Timon, Bonjour. merci de m'accueillir ici à Limitrust, à Prilly. En préparant cette interview, je suis tombé sur un chiffre assez impressionnant, qui est que en Suisse, 38% des actifs seulement considèrent l'entrepreneuriat comme un bon choix de carrière, par rapport à 65% en moyenne dans des économies comparables. On attribue souvent cette différence au salaire élevé en Suisse, qui rendent du coup le parcours entrepreneurial moins attractif par rapport au parcours de salarié. Toi, tu avais un master, donc si j'ai bien compris, en sciences des données à l'EPFL, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, et tu aurais pu choisir une carrière un peu plus classique, surtout que c'est une industrie qui rémunère bien. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Hem, Plusieurs choses. Je pense que de manière générale, j'essaie de vivre une vie qui est intentionnelle, quoi qu'il arrive, que rien ne m'arrive trop par hasard et cetera et de juste traverser les années de ma vie, sans vraiment réfléchir à ce que je fais, pourquoi je le fais, qui je rencontre, sur quoi je me forme et cetera et du coup, dans la même lignée de cette vie intentionnelle, je pense que la meilleure façon d'essayer d'avoir son destin entre ses mains, ben, l'entrepreneuriat en fait partie. C'est très difficile en tant qu'employé d'une entreprise, je pense, d'avoir le même degré de liberté en termes de décisions qui sont prises, et cetera. Il y a aussi un aspect qui est intéressant, évidemment, d'être son propre chef. Ça vaut de la liberté simplement de manière générale, en termes de décisions stratégiques, des choses faisables, pas faisables, comment on investit son temps, et cetera, et cetera. Donc, je pense que c'est l'ensemble de toutes ces choses-là, mais principalement le fait de vouloir avoir la main mise malgré les risques sur ma trajectoire, en fait. Et surtout, je pense entre 20 et 40 ans, c'est particulièrement important. Je pense que ce qu'on fait entre 20 et 40 ans décide énormément ce qui se passe de 40 à 60 ensuite. Du coup, je pense que c'est particulièrement important d'essayer de vivre une vie intentionnelle entre nos 20 et 40 ans. Qu'est-ce que tu entends par intentionnel? Par intentionnel, je pense que c'est vraiment cet aspect que d'essayer au maximum de contrôler dans le sens de contrôler et d'influencer les choses qui nous arrivent. C'est-à-dire de décider, de bien réfléchir à ce à quoi on dit oui, ce à quoi on dit non, ce qu'on fait, dans la vie, les opportunités qui se présentent à nous, se saisir des opportunités qui se présentent à nous, sortir de sa zone de confort. Si par exemple on m'invite à faire une présentation devant 2000 personnes, heu, je suis pas forcément plus à l'aise que tout le monde a un petit peu de stress, mais vivre de manière intentionnelle, se dire: «OK, je vais saisir cette opportunité», essayer de sortir de sa zone de confort et je pense que de garder cette mainmise, ce contrôle et d'essayer en tout cas, conscientiser les choix qu'on fait et l'impact qu'ils vont avoir. C'est ça que j'entends par avoir une vie intentionnelle. Je parlais que tu as fait donc un master à l'EPFL, mais t'as pas le parcours tout à fait classique, disons, qui mène à l'EPFL. Avant ça, tu as fait un apprentissage de banquier Mmh. et ensuite d'informaticien, si je me trompe pas. Ouais. Comment est-ce que ces premières expériences professionnelles ont influencé ton parcours ensuite? Ouais, énormément. Je pense que c'est une énorme richesse qu'on a en Suisse de pouvoir faire un cursus, en tout cas après l'école obligatoire, professionnelle. Moi, à 14-15 ans, pour rien au monde, j'avais envie de continuer d'aller dans un lycée ou un gymnase. Je pensais que j'étais pas fait pour les études, et en réalisant à la fin de mon apprentissage qu'en fait, heu, après avoir travaillé en pratique, je voyais l'importance et l'intérêt, d'avoir des bases théoriques plus fortes dans des sciences de base, en mathématiques, en physique. C'est même des choses qui m'intéressaient à 18 ans, qui m'intéressaient peut-être pas à 14. Donc je pense que on a cette chance en Suisse de pouvoir faire ce parcours-là. Et ça fait qu'aussi après, ben, en arrivant dans des études supérieures comme à l'EPFL, comparé à d'autres personnes qui ont suivi le parcours un peu, la voie royale standard de dire au lycée, ah ben, je vais à l'EPFL ensuite parce que c'est l'université d'à côté pour les gens qui habitent dans le canton de Vaud. Moi, en revanche, et les autres personnes qui étaient là suite à un apprentissage, on était là encore une fois de manière très intentionnelle. On savait pourquoi on était là. C'était un choix qu'on avait fait. On avait dû faire des années passerelles qui sont pas forcément simples pour arriver là. Donc, ça a donné beaucoup de sens, je pense, à l'EPFL et aux études supérieures, en fait. Je savais pourquoi j'étais là, pourquoi j'avais fait ces années passerelles, parce que je me rappelais exactement de ma réflexion que j'avais eue lors de mon apprentissage. Je me disais, ben voilà, je me souviens très bien, j'étais en apprentissage et j'allais sur le site de l'EPFL, je regardais les projets de master. Donc c'était 7-8 ans plus tard et j'allais sur tous les laboratoires de l'EPFL regarder les projets de master qu'ils proposaient et c'était extrêmement motivant pour moi parce que je me disais: «Ah, ça a l'air hyper cool comme sujet». Je comprenais pas grand-chose à ce que je lisais parce que c'est des sujets de master et des thèses qui sont assez techniques et scientifiques, mais ça
contextualisé, encore une fois, ça m'a permis de motiver, disons, ce choix à l'EPFL et ensuite de m'accompagner durant ces 5 années de bachelor et master à l'EPFL. On revient à cette notion de contrôle sur ta trajectoire. Hein. Exactement. Tu t'es pas retrouvé à l'EPFL un peu par hasard parce qu'il fallait faire des études, mais parce que tu comprenais exactement en quoi ça allait t'aider à accumuler des compétences. Exactement. En fait. Ouais. C'est encore une fois cette idée de vie intentionnelle, et je pense que pour moi c'est la plus grande crainte que j'ai. On va parler plus tard aussi de mon passage chez Visium, mon ancienne entreprise, et mon choix de changer, de faire une exit. Et ça vient exactement de la même chose. La plus grande crainte que j'ai dans la vie et ma plus grande anxiété, ça serait de juste me réveiller 5 ans plus tard et en fait, il s'est passé des choses. J'ai été au gré du vent. Je suis passé à travers les 5 années comme ça, sans vraiment réfléchir à qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis en train de faire, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai envie d'être ailleurs dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et cette réflexion-là m'accompagne tous les jours. Tu as mentionné Visium, donc qui est la première entreprise que tu as lancée. J'ai eu différentes expériences, disons, entrepreneuriales depuis tout petit. Depuis mes 12-13 ans, je coach, je fais des choses, je vendais des sites internet à 12-13 ans. Et c'est des histoires rigolotes parce qu'à 12-13 ans, évidemment, je pouvais pas être payé en tant qu'entreprise, etc. Donc, en fait, je devais... par exemple, j'avais créé le site e-commerce de quelqu'un qui vendait du matériel un peu informatique. Et vu qu'il pouvait pas me payer parce que j'étais trop jeune, il m'avait proposé de choisir un truc sur son site de e-commerce et qu'il me l'a filé gratuitement, tu vois. Donc, j'ai commencé très tôt à faire des sites, à essayer d'entreprendre, disons, sans vraiment mettre les mots là-dessus et vraiment être conscient que ce que je faisais, c'était de l'entrepreneuriat. Mais je faisais mes armes un petit peu d'un point de vue de créer des choses, créer des produits, essayer de les vendre sans trop de succès. Visium a été mon premier succès, je dirais, et la première fois où j'ai vraiment fait les choses sérieusement. Ouais. Alors, raconte-nous un petit peu comment est-ce que tu as créé Visium et qu'est-ce que c'est? Alors, Visium, c'est l'entreprise, on a une entreprise qui font du service et du consulting. C'est une boîte d'ingénierie, je dirais, dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la data science. Donc, en fait, à la sortie des études, j'ai lancé la boîte, eu l'idée de la boîte en fin de master, ma dernière année de master à l'EPFL. C'est quand il y avait la vague de l'intelligence artificielle, du machine learning qui était extrêmement présente à l'EPFL, dans les laboratoires, un peu partout, mais pas encore beaucoup dans l'industrie. Je voyais que les quelques entreprises qui cherchaient à recruter dans le domaine avaient beaucoup de peine parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de candidats, avec les filières ouvraient à peine. C'était pré-ChatGPT. C'était pré-ChatGPT, etc. C'était 2017, fin 2017, début 2018. Donc en fait, il y avait très peu d'entreprises qui recrutaient déjà. Celles qui recrutaient avaient beaucoup de peine parce qu'il n'y avait pas beaucoup de talent. Moi, étant à l'EPFL et assez bien connecté dans ma volée d'étudiants, j'avais beaucoup d'amis très compétents et qui se formaient, qui faisaient des petits projets à côté, etc. Je me suis dit, OK, pourquoi pas essayer de vendre ces compétences à des entreprises qui cherchent à recruter. Donc c'est comme ça qu'on a commencé, simplement en faisant... c'était quasiment du portage de contrat, c'est-à-dire que on faisait du démarchage d'entreprises, et de l'autre côté, moi, je connaissais des étudiants, et puis on facturait les entreprises à l'heure, et puis on donnait une grosse partie à l'étudiant de ce qu'on facturait à l'heure, en fait. Et puis ça a commencé comme ça. Puis au fur et à mesure, les étudiants sont devenus des vrais employés, etc., etc. Et il y a un produit derrière ou c'était vraiment du conseil avant tout? Ouais. Alors ça a démarré vraiment comme du conseil pur, et au fur et à mesure des années, comme toutes les boîtes de consulting, le but est de devenir de plus en plus efficient pour augmenter les marges, évidemment. Donc, c'est-à-dire de créer des sortes de briques Lego, des building blocks qu'on peut venir réutiliser ici et là. Donc, c'est pas des produits à part entière que on vend tel quel, comme on dit, sur l'étagère, mais c'est ces briques Lego qu'on assemble ensemble qui nous permettent de démarrer un projet plus vite, de le livrer de manière plus efficiente, etc. Donc, d'augmenter ses marges. Donc, on a démarré en boîte de consulting et services purs, mais au fur et à mesure des années, on accumule des connaissances, de la propriété intellectuelle et ces briques qui nous permettent de se différencier de plus en plus vis-à-vis de la compétition. Et donc maintenant, tu as lancé MageMetrics un peu plus récemment. De quoi s'agit-il? Comment est-ce que ça se différencie de Visium? Ouais. Alors MageMetrics, pour le coup, c'est une entreprise vraiment purement de produits. Donc le but était de capitaliser sur toutes mes connaissances accumulées, mon expérience, tous les problèmes que j'ai constatés dans l'industrie. Ça, c'est un des gros avantages quand tu fais du consulting ou du service. Tu t'es exposé à énormément d'industries, à différentes personnes dans les entreprises, des contributeurs individuels, des managers, des exécutifs, etc. Et du coup, maintenant, chez MageMetrics, on développe un produit qui permet aux entreprises, je dirais, de taille intermédiaire jusqu'à assez conséquente. On travaille avec des entreprises d'une centaine d'employés jusqu'à 2000, 2500 employés. Et on leur permet d'améliorer leur gestion de leurs données
Et pour ce faire, on utilise l'intelligence artificielle qui vient guider et aider les entreprises à mieux gérer ces données. C'est-à-dire comment organiser ces données, comment utiliser ces données, etc. Essayer de se séparer un petit peu de ces fichiers Excel que tout le monde utilise dans les entreprises, qui sont cassés un jour sur deux, qu'on s'échange par email. Ça devient extrêmement brouillon et les gens travaillent de manière assez brouillonne avec la data dans les départements des entreprises. Et on essaie de résoudre cette problématique-là en apportant une nouvelle solution basée sur l'intelligence artificielle. Donc c'est une plateforme, si C'est je ça. comprends bien, software as a service. C'est ça. C'est une plateforme, software as a service. Et très simplement, les gens connectent leurs sources de données à cette plateforme. Et à partir de là, on utilise l'intelligence artificielle pour venir aider à consommer la donnée de manière, en suivant les meilleures pratiques, en suivant les meilleures pratiques pour ce faire. Et tout ça, grâce aux dernières technologies qui sont sorties de nos jours avec ChatGPT, l'intelligence artificielle, etc., etc. Moi, ce qui me frappe dans ton parcours, c'est que tu t'es lancé quand même dans une industrie qui est très saturée, disons, enfin pas saturée au niveau des produits, mais qui est occupée par des grosses entreprises qu'on appelle les GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Qu'est-ce qui te donne la confiance pour te lancer dans une industrie pareille? Parce que je verrais beaucoup de jeunes se dire, j'aime bien l'intelligence artificielle, j'ai envie de me lancer là-dedans, mais je peux quand même pas faire face à Google ou Apple, quoi. Ouais. Je pense que là, c'est toujours un risque, disons. Il y a toujours le risque de une nouvelle fonctionnalité développée par OpenAI, une nouvelle fonctionnalité développée par Google remplace complètement un produit. C'est quelque chose à garder en tête et il faut que la stratégie de son produit garde ça en tête. Quand on fait une analyse de risque, bénéfice, qu'on évalue différentes opportunités, c'est clairement quelque chose à considérer. Maintenant, ce qui est important aussi de prendre en compte, c'est que une solution comme Google, comme OpenAI, etc., c'est des solutions qu'on appelle horizontales. C'est-à-dire, c'est des solutions qui sont pas spécialisées dans un domaine, qui sont pas spécialisées dans un domaine, par exemple, nous, de la gestion de la donnée, ou qui ne sont pas non plus spécialisées dans une industrie. C'est ça qu'on entend par une solution horizontale versus une solution verticale. Et la réalité, c'est que, à part quelqu'un de technique, personne n'achète des solutions horizontales. C'est-à-dire que tu peux toujours créer une boîte verticalisée. Par exemple, il y a beaucoup de boîtes qui se lancent, qui au final, tout ce qu'elles font derrière, c'est utiliser des solutions existantes comme OpenAI, comme Anthropic, comme Mistral en France ou Google, etc. Elles le spécialisent à une industrie. Par exemple, tout ce qui est légal, pour aider les avocats, pour aider des personnes qui cherchent des entreprises qui ont besoin de services légaux potentiellement moins chers ou automatisés. En fait, c'est juste une verticalisation d'une technologie horizontale. Et ça permet de se différencier de ces acteurs-là. On pourrait se dire que c'est simplement le packaging en fait qu'on vient changer. On prend quelque chose existant puis on le package dans une industrie, on le package autrement. Ça va plus loin que ça, mais je pense que c'est très important d'essayer en effet de se verticaliser. Essayer de rentrer dans l'industrie et de vendre une solution d'IA, par exemple de créer un concurrent à OpenAI ou de venir créer un concurrent à Google, etc. Donc d'être une plateforme horizontale, c'est en effet extrêmement difficile. C'est un marché saturé où il faut énormément d'investissement pour juste même avoir voix au chapitre et pouvoir espérer concurrencer ces boîtes. On voit les boîtes comme en France comme Mistral qui pour concurrencer OpenAI, pour créer un OpenAI européen, ils ont levé des centaines de millions. Donc en effet, c'est une autre paire de manches de faire ça, ouais, absolument. Donc trouver une niche pertinente qui n'est pas encore Ouais. occupée, quoi. Exactement. Et donc avec MageMetrics, c'est quoi votre verticalisation? Alors pour l'instant, on a une verticalisation en termes de fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on utilise ces technologies horizontales pour les spécialiser dans la gestion de la donnée, pour venir aider à gérer de la donnée et remplacer les fichiers Excel. Et on a dans notre stratégie produit, dans notre roadmap, je pense, dans la prochaine année ou dans les 2 prochaines années au maximum, de potentiellement même se verticaliser en termes d'industrie, de dire, on vient aider la gestion de la donnée pour les boîtes, retail, pour les boîtes comme la Coop, la Migros, etc., etc. Donc ça, c'est un exemple. Ou pour les boîtes de e-commerce. Donc, mais ça peut se faire en plusieurs étapes. Je pense que c'est simplement, encore une fois, il faut avoir ça dans sa stratégie produit et essayer au fur et à mesure de la vie de l'entreprise de naviguer ces eaux-là de la meilleure manière. Donc pour l'instant, on est verticalisé d'une manière, mais pas encore de l'autre. Et typiquement, dans ce genre de cas, le meilleur scénario, c'est que tu aies une niche qui grandisse assez pour faire un exit, justement. Tu as parlé d'exit avant, est-ce que tu peux préciser ce que c'est? Une exit, alors il y en a différentes. L'exit la plus peut-être connue, c'est en effet la vente. Donc c'est de vendre son entreprise, une acquisition, typiquement par une grosse boîte. Les GAFAM font énormément d'acquisitions.
pour différentes raisons. Une des raisons, c'est pour améliorer leur fonctionnalité. Donc, que le produit que tu développes, il est complémentaire au leur, par exemple. D'autres raisons, ça peut être acquisition de clients. Si par exemple, toi, tu as des clients qu'ils aimeraient beaucoup avoir, ben, c'est plus rapide que d'eux aller chasser les mêmes clients. Donc ça, c'est une première exit, c'est l'acquisition. Il y a d'autres exits potentiels. Il y a ce qu'on appelle un management buyout. C'est l'exit que moi j'ai fait, c'est-à-dire que dans les boîtes de services et de consulting, c'est-à-dire c'est un rachat par les actionnaires existants et par le management justement de l'entreprise. Et après, il y a la dernière type d'exit, c'est quand une entreprise devient publique et entre en bourse en fait. C'est la troisième, je dirais, type de grosse exit qui existe. Et toi, avec Visium, vous avez fait quel type? C'était un MBO, donc management buyout. Donc en fait, c'était un rachat par les actionnaires existants et des nouveaux actionnaires. Tu parlais de niche, de verticalisation. À ton avis, quelles sont les prochaines grandes évolutions dans le domaine de l'IA? Ouais. Si tu pouvais, disons, t'as pas un temps, enfin ton temps est limité, si tu pouvais te démultiplier, dans quoi est-ce que tu te lancerais aujourd'hui? Je pense qu'en termes de verticalisation, il y a énormément surtout en Suisse, on est en retard sur beaucoup de sujets de verticalisation de l'intelligence artificielle. Si je compare à des marchés qui sont encore plus libéralisés, par exemple aux États-Unis, dans tout ce qui est légal, dans tout ce qui est la santé. Je côtoie énormément de personnes qui veulent se lancer, qui vont se lancer là-dedans. Ça demande énormément de connexions, énormément de comment dire, faut être très motivé parce que c'est des domaines qui sont extrêmement régulés, qui travaillent de la même manière depuis des années en Suisse, c'est très difficile de faire bouger les choses, de faire changer. Il y a beaucoup d'acteurs dans ces domaines qui ont intérêt à ce que les choses des fois changent pas trop. Mais je pense que c'est une opportunité qui est gigantesque. La première personne qui arriverait à craquer un peu cette équation-là, je pense que c'est une opportunité gigantesque en Suisse, dans tout ce qui est légal et dans la santé en particulier. En plus de l'intérêt de travailler dans un domaine comme la santé, où, par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de boîtes qui travaillent pour essayer de pallier aux problèmes de médecins généralistes. Il y a de moins en moins de médecins généralistes partout dans le monde. Il y a énormément de boîtes aux États-Unis qui se lancent là-dedans pour venir les aider à traiter plus de patients, à les libérer un peu de cette paperasse qu'ils ont à faire, etc., etc. Je pense qu'on pourrait copier-coller ce business model en Suisse. Le problème, c'est que on a des régulations qui sont différentes, des acteurs qui sont différents, etc., etc. Mais ça serait un sujet qui m'intéresserait énormément et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentiel, mais qui demande d'être vraiment focus là-dessus à 100%. Ouais, et ce qui rend l'accès au marché plus compliqué pour les Américains. Le fait qu'on ait une réglementation propre. Exactement. C'est peut-être un argument, justement, de se concentrer. Je pense que c'est aussi un argument pour, en effet. C'est-à-dire que c'est difficile pour des acteurs externes de rentrer sur un marché comme celui-ci. Le marché suisse est très particulier à cet égard, pas que dans la tech, mais en effet, ouais, absolument. Je pense que ça, c'est un des gros sujets. Et il y a de plus en plus de boîtes qui se lancent un peu partout. De manière générale, c'est assez intéressant de regarder ce qui se passe dans des pays où des fois l'innovation est adoptée plus vite, comme les États-Unis, en particulier, en Asie aussi énormément, et s'en inspirer, de voir s'il y a une manière ou une autre de répliquer la même chose, d'essayer de créer une boîte qui existe nulle part dans le monde, où personne n'a jamais essayé. En général, c'est pas bon signe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché ou que c'est pas faisable. Donc, si quelqu'un veut se lancer, en général, essayer de trouver quelque chose qui fonctionne ailleurs et de l'adapter, de l'améliorer, etc. C'est une très bonne façon de se lancer. Et les entrepreneurs qui cherchent des idées et que dès qu'ils voient 2-3 boîtes qui font la même chose sont découragés, je pense qu'ils réfléchissent au problème de manière complètement opposée de la réflexion qu'ils devraient avoir. C'est plutôt des indices qu'il y a un business à créer, en fait. Tu parles de boîtes américaines. On a vu ces dernières semaines, OpenAI s'est installé à Zurich, Apple qui a augmenté ses activités à Lausanne, Anthropic qui est aussi à Zurich. Qu'est-ce qui, selon toi, attire ces entreprises en Suisse? Je pense que c'est beaucoup les PFL et les PFZ. Je pense qu'en termes de recrutement, il y a un écosystème quand même très intéressant pour recruter des talents. En particulier, ces entreprises recrutent énormément de PhD, de doctorants. Et c'est vrai qu'à l'EPFL et à l'EPFZ, il y a un vivier de talents en termes de doctorants qui publient, etc. Intéressant pour ces boîtes-là, je pense. Et évidemment aussi, ça crée un cercle vertueux à Zurich en particulier en termes avec Google qui sont aussi là-bas, qui ont un pôle assez important pour Google, etc. J'imagine qu'il y a aussi un travail en termes de collaboration entre ces entreprises-là. Ça crée un cercle vertueux en termes de collaboration économique et commerciale, mais principalement, je pense, ce qui les intéresse, c'est la proximité avec les écoles polytechniques. Et le débauchage des talents, peut-être, on l'a vu, Ouais. Google qui a pris des ingénieurs, enfin OpenAI qui a pris des Exactement ingénieurs chez Google. Ouais.
Et toi-même, tu aurais pu lancer ta deuxième entreprise ailleurs. On parlait par exemple des États-Unis qui ont un univers d'innovation peut-être encore plus fort qu'ici. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à rester ici en Suisse Je pense que c'est ce qui me permet. Je pense déjà les deux choses sont pas mutuellement exclusives. On a clairement sur notre feuille de route potentiellement un go-to-market aux États-Unis plus rapidement qu'une autre entreprise ou qu'une autre start-up. Donc peut-être que dans 1 an ou 2, on aura un bureau aux États-Unis. Peut-être quand je déménagerai là-bas ou un de mes cofondateurs déménageront là-bas. La raison principale, c'est que pour démarrer l'activité, grâce au réseau que j'ai accumulé avec Visium, aussi ma capacité à recruter dans les environs. Donc, je pense que c'est un mélange de ces deux choses qui font que pendant cette première année où on fait ce qu'on appelle le 0 to 1, le 0 à 1, où c'est vraiment avoir les 5-6 premiers clients, créer l'équipe, la founding team, etc. Ça avait beaucoup de sens de commencer ici. Mais on a clairement comme stratégie d'entreprise d'aller aux États-Unis assez rapidement. Ouais. Mais au-delà de ton réseau personnel, est-ce que tu considères que la Suisse t'offre quand même un bon environnement pour entreprendre? Oui, absolument. Je pense que c'est vraiment deux choses qui sont liées. C'est-à-dire que il y a des choses qui pourraient être, je pense, clairement améliorées en termes de tout ce qui est de l'administratif qu'il y a à faire. Je pense qu'il y a certains pays dans lesquels on pourrait s'inspirer qui essaient de faciliter la création d'entreprises, où ils ont vraiment une façon de travailler par palier. C'est-à-dire une entreprise qui fait de 0 à 1 million de chiffre d'affaires n'a pas du tout les mêmes obligations administratives, etc., qu'une boîte qui fait de 1 à 5 millions de chiffre d'affaires. Et je pense que c'est une façon très intelligente de voir les choses et on pourrait s'en inspirer. Tu penses à l'Estonie, par exemple? Des pays aussi en Asie qui permettent de faire ça. Donc je pense que c'est des choses sur lesquelles dans lesquelles on pourrait s'inspirer. Là, on a beaucoup de chance en Suisse, c'est qu'on a une économie de PME qui ont les moyens d'investir dans des nouvelles solutions, qui ont des budgets d'innovation, qui peuvent faire des collaborations commerciales. On a des pays autour de nous qui ont des PME qui sont beaucoup plus à flux tendu, qui font des marges beaucoup plus faibles, et du coup, c'est beaucoup plus difficile de collaborer avec elles. Par exemple, si on prend la France, beaucoup de startups françaises se lancent et leurs premiers clients, c'est des grosses boîtes. Ils vont travailler avec la Société Générale, avec Orange, etc. Alors que en Suisse, il y a la capacité pour une startup de faire les choses aussi palier par palier, de commencer à travailler avec des plus petites boîtes comme on le fait, de leur apporter de la valeur, mais elles ont quand même des budgets pour rémunérer ces premières collaborations commerciales. Et donc je pense que cette richesse économique, je dirais un peu intermédiaire, ça crée vraiment un environnement qui est extrêmement sain pour lancer une boîte. Ouais. Ouais, ce tissu économique de PME, de Exactement. multinationales aussi. Ouais. Il y a vraiment un spectre qui est assez continu comparé à certains pays où il y a beaucoup de boîtes qui essayent de lancer, un peu une sorte de ventre mou au milieu où il se passe pas grand-chose. Il y a beaucoup de boîtes qui galèrent avec des marges extrêmement faibles, qui investissent plus en innovation, etc., etc. Et après, des grosses boîtes cotées en bourse. En Suisse, on a vraiment un spectre assez continu. Et ça permet à une entreprise de faire les choses palier par palier, de travailler avec une petite boîte de 50 employés. C'est ce qu'on avait fait avec Visium. Nos premiers contrats, on a travaillé avec des startups, ensuite des PME de 50 employés, ensuite une boîte de 200, et au bout d'un moment, on travaille avec Nestlé. Et ça, c'est vraiment, vraiment hyper intéressant, en effet. Tu parlais de processus administratif. Je sais que le registre du commerce, par exemple, ici, c'est pas toujours idéal. L'imposition aussi des fondateurs n'est pas idéale non plus. Est-ce que tu as vu des différences entre la Suisse alémanique et la Suisse romande, toi qui as travaillé dans les deux, sauf erreur, à Zurich et Lausanne? Pour être honnête, pas énormément, je pense. Après, quand on a ouvert nos bureaux à Zurich, on était déjà une taille assez critique, donc on avait des personnes avec lesquelles qui travaillaient pour moi, qui géraient ça, qui travaillaient pour nous. Je pense qu'il m'a le plus surpris, je dirais, dans ces péripéties avec l'administration, etc., c'est à quel point ça dépend aussi des personnes que tu rencontres, ce qui est pas bon signe pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans le système. C'est-à-dire que si t'as la mauvaise personne en face de toi, au registre du commerce ici ou à Zurich, où que ce soit, le processus peut être beaucoup plus pénible et frustrant qu'une autre personne qui va y mettre du sien, qui va essayer de t'aider à trouver des solutions, etc., etc. Et je pense que ça, c'est assez symptomatique d'un système qu'il faut changer. Quand ça dépend de la personne qui est au guichet, ou la personne qui va répondre aux mails, etc., c'est quelque chose qui est assez mauvais signe. Mais sinon, de manière générale, du coup, non, j'ai pas vu vraiment de différence majeure entre les cantons. Un autre problème dont on parle souvent, c'est la pénurie de capital risque en Suisse. Donc, en fait, le manque d'investisseurs qui sont prêts à risquer leur argent dans des nouvelles aventures, dans des startups. Est-ce que ça a représenté un frein pour toi?
Je pense en effet qu'il y a une aversion au risque auprès du venture capital qui est plus forte en Suisse évidemment que dans d'autres pays, en particulier pour les entreprises qui sont au tout début de leur aventure. Je pense que pour les entreprises qui ont un business model qui est plus prouvé, qui ont atteint une série A, une série B, il y a du capital, il y a même des individus, des personnes très fortunées qui peuvent investir à titre personnel beaucoup plus que dans certains pays. Mais en effet, je pense qu'il y a une aversion au risque pour les entreprises comme on dit, en pré-seed, en seed en particulier, donc qui sont au tout début d'aventure. Et c'est plus difficile en effet. C'est moins spéculatif de ce point de vue-là. C'est un marché qui est moins spéculatif que d'autres marchés. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'est difficile à dire. Je pense que ça a des avantages évidemment parce que ça fait que les choses sont, j'imagine, aussi beaucoup plus stables. Et je pense que ça fait que du coup, ça permet aussi que des capitaux plus élevés soient débloqués quand les entreprises sont plus matures. Mais peut-être ça serait intéressant de lisser un petit peu en effet en Suisse comparé à d'autres pays. Il y a beaucoup moins de spéculation en effet sur les plus petites boîtes. Ouais. Et à ce niveau-là, est-ce que tu penses que l'État a un rôle à jouer dans l'innovation en Suisse Je sais ou à pas si d'autres c'est à niveaux? l'État, je sais pas si c'est à l'État de, je sais pas. C'est une bonne question. Je pense, en tout cas pas en termes de, je pense que c'est intéressant tout ce qui est il y a beaucoup d'entreprises qui vivent beaucoup de grants, de choses comme ça. Je sais, je suis assez mitigé là-dessus. Je pense que ça fait qu'il y a beaucoup d'entreprises de boîtes un peu zombies, c'est-à-dire qui survivent des années, un peu sous perfusion de grants, de concours de start-up du canton, de l'État, etc. Donc, je pense que l'État a un rôle à jouer là-dedans, mais juste le fait de distribuer de l'argent à coup de grant et de créer des programmes, etc. Je sais pas si c'est la bonne façon de le faire. C'est une bonne question. Je me suis déjà posé la question. Je pense que c'est aussi simplement une question de mentalité. La version risque versus le devoir peut-être d'être plus spéculatif, d'être prêt à prendre plus de risques pour avoir plus de retours en tant que VC ou en tant que business angel. Donc l'État peut jouer un rôle, mais les mentalités, c'est plutôt au niveau des individus et des VC que les choses doivent changer. Des fonds de pension C'est aussi, ça. peut-être. Ouais, exactement. Par exemple, ça c'est un bon exemple. L'investissement des fonds de pension dans des entreprises early stage et dans du venture capital extrêmement faible en Suisse, absolument, comparé à d'autres pays. Ouais, absolument. Aujourd'hui, on voit aussi certains courants qui se méfient un peu de l'innovation, voire qui veulent la freiner dans certains cas pour des questions écologiques ou pour des questions éthiques, typiquement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que de manière générale, de bloquer l'innovation et d'essayer c'est des débats qu'il y a eu extrêmement vivement quand ChatGPT est sorti au tout début, pendant les 3, 4, 6 premiers mois. Je pense que c'est vraiment essayer d'arrêter un raz-de-marée avec la main comme ça, alors qu'il y a une énorme vague qui arrive. Je pense que c'est pas du tout la bonne manière de faire. Même pour les personnes qui sont pro-régulation, c'est clairement un énorme débat en IA. Les gens qui sont pro-régulation, plutôt contre les régulations, etc., en particulier en Europe. Je pense que le côté de vouloir réguler, de vouloir essayer d'avoir une trajectoire qui est éthique, d'essayer de mettre des réglementations, un cadre, c'est quelque chose qui est intéressant. Maintenant, je pense que d'essayer de complètement arrêter, d'essayer de complètement bloquer les choses, etc., c'est contre-productif et ça a aucune chance de fonctionner. L'économie va continuer de se saisir de ces technologies tant elles apportent de la valeur ajoutée ou un gain en efficience, de l'automatisation. Les entreprises vont continuer de s'en saisir dans un marché qui est complètement mondialisé. Les réglementations de Suisse qu'on pourrait faire, elles ont plus juste de risque de faire qu'il y ait une fuite de capital, une fuite des talents, etc. Si on est les seuls en Europe ou les seuls en Suisse à réglementer et réglementer trop. Maintenant, je pense que de n'avoir aucune réglementation, c'est pas non plus une bonne chose. Donc, je pense qu'il y a le problème aussi qu'on a, c'est que les choses avancent trop lentement par rapport à la vitesse à laquelle la technologie évolue. Si on voit les réglementations sur l'intelligence artificielle en Suisse, etc., ça prend 5, 6, 7 ans à être mis en place. ChatGPT, ça fait 2 ans que c'est sorti. Donc on voit à quel point déjà par rapport quand ChatGPT est sorti et maintenant la qualité et à quel point la technologie a évolué, on se rend bien compte que d'avoir une réglementation qui prend 7 ans à être mise en vigueur, ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Donc je pense que c'est un sujet extrêmement complexe. Là où je pense qu'il y a le problème principal que je vois, moi, je pense qu'il y a peu d'experts qui sont conviés aux discussions. C'est beaucoup des discussions
qui reste au niveau politique, entre politiques, entre chefs d'État, entre gouvernements, au sein des gouvernements, des différents conseils, mais que les experts sont pas forcément conviés à la discussion, ou les entrepreneurs. Et je pense que ça rendrait les prises de décision beaucoup plus pragmatiques en termes de la vitesse d'évolution, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est peu faisable. C'est ce que je conseillerais en tout cas comme première étape, et un élément de solution, ça serait de convier un peu plus de variété aux discussions, pour essayer de trouver le cadre qui ne freine pas l'innovation économique, et qui reste au goût du jour à la vitesse où la technologie évolue. Mais voilà, mais qui fait pas non plus que tout soit ouvert et que les acteurs économiques et les entreprises fassent n'importe quoi avec les données, etc. On approche la fin de notre entretien. Je me demande, avec ces quelques années de recul maintenant que tu as et d'expérience dans l'entrepreneuriat, quelle est la partie la plus intéressante en fait dans le fait d'être entrepreneur? Pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la partie de créer une équipe, c'est-à-dire d'essayer d'assembler l'équipe idéale, de la faire fonctionner ensemble, de recruter en particulier, maintenant que je viens de relancer l'entreprise, l'équipe fondatrice, je dirais, les premiers ingénieurs, les premières personnes en vente, etc. Et d'essayer d'assembler un peu ce puzzle magique, de trouver les pièces qui vont bien s'imbriquer ensemble, de trouver le talent de chacun, comment faire travailler les gens ensemble de la bonne manière. L'expérience et l'aventure humaine, moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant. J'adore l'intelligence artificielle et la data et ce qu'on fait, mais c'est vrai que je pense que je pourrais entreprendre dans quasiment n'importe quel domaine, et ça m'intéresserait à cause de cette expérience humaine et le côté de recrutement, et d'essayer de faire en sorte que 1+1 fasse pas simplement 2, quand on recrute des personnes au sein de l'équipe fondatrice. Et quelles sont les compétences les plus importantes pour toi pour réussir cette aventure? En fait, c'est essayer de recruter des personnes qui pourraient lancer leur propre entreprise dans quelques années. Je pense que ça fait peur à certaines personnes qui recrutent, et en interview, la personne dit: ah bah moi mon rêve c'est de créer une entreprise plus tard, etc., etc. Et en fait, moi je le vois plutôt comme une qualité, parce que c'est des personnes qui sont en général assez débrouillardes, ou qui sont capables d'apprendre sur le tas, qui n'ont pas besoin de guidelines extrêmement précises. S'il n'y a pas de cadre extrêmement précis, je sais pas comment faire les choses non plus. Elles vont se débrouiller, elles vont trouver par elles-mêmes des solutions, etc., etc. Donc je pense d'essayer de trouver des personnes qui ont un peu cette graine entrepreneuriale, c'est vraiment la clé. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc des personnes qui sont à l'aise dans l'inconnu, qui sont à l'aise dans l'incertitude. J'ai pas les solutions, donc faut pas que quelqu'un de l'équipe s'attende à ce que j'ai les solutions. Je peux aider à trouver la solution, je peux essayer de trouver les questions, de poser les questions un peu critiques, de challenger la personne, mais il faut trouver des personnes qui vont réussir à trouver les éléments de solution par elles-mêmes, en fait. Parce que moi, je les ai pas, je vais pas pouvoir leur poser un cadre, leur dire faut faire A, B, C l'un après l'autre, et je vais être content de ce que tu livres. C'est pas comme ça que ça fonctionne, une startup, au début. Et toi-même, quelle est la compétence la plus importante que tu as développée, tu penses, pour... Je pense que c'est les compétences en relation client, en vente. En fait, le côté business. Bon, c'est ce que j'ai essayé d'éduquer énormément, en particulier les personnes chez Visium, parce que j'ai fait ça pendant 5 ans et demi. Les ingénieurs, et leur dire que d'avoir simplement des compétences techniques, c'est bien et c'est important. Avec l'ère de l'IA, il y a beaucoup de ces compétences techniques qui vont devenir commoditized. Je sais pas comment on le traduirait en français. commodifier? Ouais, qui vont avoir de moins en moins de valeur, en fait. Comme savoir coder, c'est bien. Savoir développer une application, on le voit déjà, il y a des intelligences artificielles maintenant qui sont capables de coder des applications. Elles sont pas encore parfaites. Elles sont peut-être pas aussi bien qu'un ingénieur le ferait. Mais je pense que c'est des compétences qui vont être de moins en moins valorisées par le marché du travail. Donc c'est important de se développer de manière beaucoup plus holistique, développer sa capacité de présentation, de développer sa capacité de relation client. Tous ces soft skills un petit peu, je pense, deviennent de plus en plus importants, et en particulier pour des profils techniques. Un profil technique qui a la profondeur technique de rentrer dans les détails de comment les choses fonctionnent dans une application d'IA, mais en plus, si cette personne est capable de présenter à un business, de simplifier, de vulgariser, de vendre, etc., bah, sa valeur sur le marché, elle décuple, comparé à juste avoir des compétences techniques et être un ingénieur de base qui sait coder mieux que les autres, peut-être. Et je pense que c'est les compétences que j'ai été forcé à développer en tant qu'entrepreneur, que j'ai aimé évidemment développer, et je vois que c'est ce qui me sert le plus au quotidien.
une capacité à convaincre quelque C'est part. ça. Tu Ouais. dois convaincre des clients d'acheter ton produit, des investisseurs d'investir et une équipe de Exactement. travailler dur, quoi. Ouais. Moi, je convaincre ou vendre. Tu vends ta vision, tu vends ton entreprise, tu vends ton produit. C'est tout est de la vente au final. Et c'est pas péjoratif, mais tout est de la vente, tout est de créer une relation de confiance. Et c'est toutes des choses qui passent par des soft skills au final. Évidemment, de montrer qu'il y a un bagage technique et qu'on n'est pas un vendeur de tapis, c'est important. Mais une fois ce stade passé, c'est que des soft skills. Ma dernière question, si tu pouvais t'adresser à Timon, qui a 16 ans aujourd'hui, imaginons que tu pouvais lui parler, et que tu devais lui donner un conseil Mhm. au début de son parcours, quel serait ce conseil? Je pense que quelque chose que j'ai appris, qui est intéressant, au fur et à mesure des années, et je pense que c'est quelque chose qui est un peu, je dirais, controversé par rapport à ce que je pense que essayer de se créer un réseau, essayer de networker et toutes ces choses qu'on entend, je pense que c'est complètement surfait. Pour moi, il y a un écrivain américain qui s'appelle Naval Ravikant qui le dit mieux que moi. Il dit que le fait d'avoir un réseau, c'est un produit dérivé de faire du bon travail et d'être quelqu'un qui apporte de la valeur aux autres. Et je pense que peut-être au début, j'avais un peu cette vision, comme on le dit, il faut aller à des événements, il faut networker, il faut cultiver son réseau, c'est vrai. Mais moi, je me rends compte, c'est que j'ai été dans un tunnel pendant 5 ans avec Visium. Je pense qu'on a fait du bon boulot et une expérience qui inspire certaines personnes, etc. Et maintenant, je me réveille 5 ans plus tard et je vois que j'ai un réseau, plein de gens à contacter, etc. Donc en fait, c'est vraiment un produit dérivé de avoir fait du bon travail et avoir apporté de la valeur à certaines personnes, je l'espère. Et je pense que ce côté d'essayer de manière un peu artificielle de aller à des événements de networking et des choses comme ça, c'est bien, mais il faut faire attention. C'est extrêmement dispersif et en final, si tu crées un bon produit ou tu crées un bon service et que tu le vends, ton réseau va émerger naturellement. Et c'est ce que dit cette personne dont je parlais, Naval Ravikant, que en gros, c'est vraiment, ça devrait émerger naturellement suite à du bon travail en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose peut-être je faisais un peu faux au début. J'avais un peu cette vision, un peu comme tout le monde le pense, que c'est important il faut networker. Je pense que tu vas pas rencontrer les personnes qui vont t'apporter de la valeur parce que les personnes qui vont t'apporter de la valeur, elles sont trop occupées à faire quelque chose aussi de leur côté. Donc tu peux les rencontrer uniquement toi aussi en faisant quelque chose qui va leur apporter de la valeur et tu les rencontres à travers une collaboration commerciale en fait. Tu vas pas les rencontrer à un événement en général d'expérience. Et je sais que c'est un peu contraire à ce que les gens pensent, mais c'est ce que je me dirais personnellement. Ouais. La preuve, c'est nous qui sommes venus te voir aujourd'hui. Ouais. Exactement. Timon, merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir, merci.